La nuit des droits de l'homme, une initiative du collectif des associations contre l'impunité au Togo. C'est la 3e édition cette année. Et pour cette 3e édition, la justice sociale et les droits à la santé sont à l'honneur. On va en parler ce soir avec notre invité Justin Abalo Badjaliwa, juriste au collectif des associations contre l'impunité au Togo. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci d'accepter l'invitation. L'édition, on l'a dit, c'est la 3e nuit des droits de l'homme. Comment vous avez pensé, pourquoi vous avez pensé à une nuit des droits de l'homme? D'abord, merci pour l'occasion que vous nous offrez pour parler de la nuit des droits de l'homme. Il faut dire que la nuit des droits de l'homme, c'est la 3e édition que le collectif des associations contre l'impunité, le CACIT, organise cette année. Et en réalité, l'organisation devait se faire en décembre, mais compte tenu du contexte sociopolitique, nous avons dû reporter en février et c'est ce samedi 23 février que nous allons l'organiser. Pourquoi cet événement? Juste d'abord parce que nous avons pensé quand même que la question des droits de l'homme reste toujours transversale et que depuis, ça fait bientôt 10 ans que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été faite et nous sommes aussi dans la 20e année de la Déclaration des défenseurs des droits de l'homme. Donc du coup, c'est des acteurs qui travaillent chaque jour, nuit et jour, avec tout ce qui est comme risque. Mais il faut à un moment essayer de voir qu'est-ce que les gens font concrètement. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour encourager les uns et les autres pour continuer à travailler, à œuvrer. Que ce soit les acteurs de la société civile ou bien que ce soit les acteurs étatiques. Tous œuvrent pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme. Qui dit amélioration de la situation des droits de l'homme, il faut la promotion des droits de l'homme, il faut la protection des droits de l'homme. Donc c'est une occasion pour nous de récompenser, d'encourager les meilleurs acteurs qui se sont illustrés durant l'année sur les questions des droits de l'homme, sur la promotion et la protection des droits de l'homme. Alors quand vous parlez de droits de l'homme ici, vous parlez de tous les droits en général ou bien il y en a qui sont spécifiques? Non, je pense que nous parlons de tous les droits de l'homme, que ce soit les droits civils et politiques, que ce soit les droits économiques, sociaux, culturels, les droits de la 3e génération, tout comme les droits de l'environnement et autres. Tous ces droits font partie. Les droits de l'homme sont universels en réalité et qu'on ne saurait exclure un droit. Et c'est l'occasion aussi de découvrir certains acteurs qui travaillent sur certaines thématiques que beaucoup ne connaissent pas. Donc cette activité, cette soirée permettra aussi, entre autres, de faire un peu de la visibilité autour des activités que certains acteurs font, que beaucoup ignorent ou bien que beaucoup ne maîtrisent même pas. Donc ça serait une occasion pour que les gens, la population, les autres acteurs ou même les partenaires se rendent compte qu'il y a des acteurs qui travaillent aussi sur certaines thématiques sur lesquelles on ne maîtrise pas. Mais est-ce que c'est pas aussi une sorte de compétition que vous créez entre les défenseurs des droits de l'homme? Oui, au final, je pense que c'est une sorte de compétition. C'est une manière aussi de renforcer l'efficacité et le professionnalisme entre les acteurs de la société civile. Et vous êtes sans savoir aussi que l'un des principes qui caractérise aussi la société civile, c'est son professionnalisme. Et notamment pour les défenseurs des droits de l'homme, c'est important qu'ils travaillent avec beaucoup plus de professionnalisme, avec beaucoup plus d'intégrité. Et c'est là, ça donne aussi, ce sont ces éléments, ces signaux qui parfois amènent aussi les acteurs étatiques ou même l'État à entreprendre la coopération, les relations avec ces acteurs. Même aussi, c'est lorsque les acteurs de la société civile œuvrent et travaillent avec beaucoup plus de professionnalisme et beaucoup plus d'efficacité, avec des résultats probants. Je pense que là, ça nous amène à aussi avoir un partenariat stratégique avec les acteurs en développement, les partenaires techniques et financiers. Alors, je l'ai rappelé en introduction, c'est une initiative du collectif des associations contre l'impunité au Togo. Est-ce que le CACIT en est simplement l'initiatrice ou c'est quelque chose que vous pilotez? Là où je veux amener ma question, c'est-à-dire vous-même vous êtes une organisation de défense des droits de l'homme. Est-ce que vous dites nous on fait tellement bien qu'aujourd'hui c'est nous qui allons reconnaître ceux qui font également bien comme nous? Ouais, c'est nous qui allons y reconnaître. Je pense qu'il y a tout un mécanisme qui se fait autour de l'organisation de la nuit des droits de l'homme. Et je pense que la nuit des droits de l'homme, c'est l'un des programmes aussi du CACIT. Le CACIT l'a initié pour, dans une certaine mesure, amener aussi tous les acteurs à rentrer dedans, à travailler davantage et à s'illustrer. Donc, pour revenir,
par rapport comment ça se fait, quel est le mécanisme. Je pense que en toute objectivité, le CACIT a mis en place un jury avec des membres de jury. Il y a 3 membres de jury qui sont choisis sur la base de leur probité morale, sur la base de leur connaissance du monde associatif, sur la base aussi de leur expérience sur les questions de développement et sur les questions de la promotion et la protection des droits. Donc ces personnes qui ont été choisies pour composer ce jury travaillent beaucoup plus en toute impartialité, en toute indépendance aussi, puisqu'il n'y a pas un membre du CACIT dans ce jury. Donc c'est des personnes externes qui ont été désignées pour faire le travail. Donc ces personnes, au vu des travaux, des dossiers, bien des formulaires remplis par les postulants, que ce soit les acteurs étatiques, ou bien que ce soit les acteurs de la société civile, et sur cette base et sur ces critères, les conditions, et ils vont aviser et choisir les nominés. Généralement, ils vont nominer 3 personnes, et à l'occasion de la soirée, ils vont désigner le lauréat de la catégorie. Alors ça veut dire que c'est les personnes qui vont être primées, c'est ces personnes elles-mêmes qui remplissent un dossier, qui disent ce qu'elles ont eu à faire au cours de l'année pour la promotion des droits de l'homme, c'est ça? Exactement. Donc sur le formulaire qui est mis sur le site du CACIT, il y a des formulaires à remplir. D'abord les adresses, et puis ce que vous avez fait pendant l'année, les résultats obtenus et les motivations aussi par rapport à pourquoi vous voulez compétir, pourquoi vous estimez que vous êtes le meilleur, par exemple. Donc tous ces éléments vont concourir, vont donner la possibilité au jury d'analyser au cas par cas et voir qui est le meilleur par rapport aux résultats. On sait aussi que le champ des droits de l'homme est assez vaste. Est-ce qu'il y a des catégories différentes, et lesquelles? Oui, il y a au total 16 catégories. 16 catégories: le droit à la santé, le droit à l'alimentation, le droit à un travail décent, le droit des femmes, le droit des détenus, la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Il y a aussi les artistes engagés, que ce soit les médias aussi engagés pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Là aussi, nous retrouvons une certaine catégorie, des sous-divisions, c'est-à-dire les presses en ligne, les presses écrites, les télés, les médias. Donc, il y a aussi les femmes défenseurs aussi. Donc, au total, il y a plusieurs catégories. Je pense qu'il y en a beaucoup, mais cette année, nous avons choisi 16 catégories pour faire la compétition. Alors, sur ces catégories-là, si je prends par exemple, puisqu'on a dit que les droits de l'homme, c'est assez vaste, si je prends par exemple le droit des enfants, un média qui, par exemple, a été plus engagé sur cette thématique que d'autres thématiques relevant également du domaine des droits de l'homme, est-ce que ce n'est pas un peu pénalisant? Est-ce qu'il a fallu tout faire au cours de l'année, embrasser tous les droits de l'homme en général avant de concourir, ou bien on peut s'être spécifié sur un domaine et concourir? Non, je pense que chaque catégorie, chaque acteur, il faut relever aussi que chaque acteur, généralement, a un domaine de prédilection dans laquelle ils exercent leur activité. Et par rapport à cette situation, je pense que nous essayons quand même, le jury essaie quand même de voir un peu plus au-delà des résultats, des activités, les résultats qui sont ressortis. Et quel impact ça a aussi sur le développement, quel impact ça a sur la promotion des droits de l'homme, quel impact aussi, ou bien quels sont les effets et les impacts qu'il y a sur les questions des droits de l'homme en général. Donc, je pense qu'en toute objectivité, le jury essaie quand même de voir au cas par cas, pour voir quels sont les acteurs qui sont vraiment illustrés. Beaucoup de travail. Bon, on ne demande que trois actions par exemple, et les 3 résultats qui ont été relevés. Est-ce que le jury suit, ou bien le jury tient simplement compte des formulaires remplis? Ou si je prends par exemple les médias, quelqu'un peut dire, bon, nous, au cours de l'année, on a fait 10 émissions de promotion des droits de l'homme, alors qu'ils n'en ont fait peut-être qu'un. Non, je pense que le jury a toute la latitude de faire aussi les vérifications, le recoupement des informations pour s'assurer que les éléments versés au dossier sont exacts aussi. Donc, ils ont toute cette plénitude pour agir. Donc, sur ce point, il n'y a pas tellement. Nous faisons confiance quand même au jury. Et d'abord, je rappelle qu'à côté du jury, il y a un huissier de justice qui assermente aussi qui va aussi assermenter les résultats. Donc, sur la question de l'indépendance du jury et sur la question de la qualité aussi
du travail du jury, nous les faisons quand même confiance, puisque c'est la 3e édition. Et ce ne sont pas aussi les mêmes acteurs. Nous avons toujours eu le mérite de changer. Et qui sont primés? C'est des organisations de la société civile elle-même, c'est des acteurs politiques. Qui peut être primé? Donc, qui peut être primé, c'est des acteurs de la société civile, les organisations, tout comme les acteurs, c'est-à-dire les personnes physiques, les personnes morales. De la même manière aussi, il y a aussi au niveau des acteurs étatiques aussi, il y a des institutions étatiques qui peuvent postuler et être retenues par le jury, tout comme des personnes aussi physiques comme les magistrats. Je pense, quand on prend la catégorie de la justice sociale, les magistrats ont postulé. Il y a plusieurs magistrats quand même qui ont postulé et je pense que le jury aussi va aviser pour choisir le meilleur magistrat qui a eu à travailler avec beaucoup plus d'efficacité, avec beaucoup plus d'indépendance et qui porte aussi, qui travaille aussi beaucoup plus aussi sur les questions des libertés publiques fondamentales, disons, en grosso modo, les droits de l'homme. Vous l'avez rappelé en début d'émission, l'initiative vise à promouvoir le respect même des droits de l'homme. Est-ce qu'après 2 éditions, la 3e ce sera le samedi, vous avez déjà fait un travail pour mesurer l'impact de la nuit des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme au niveau national? Oui, je pense que sur ce point, sur l'impact que cette activité a eu, je pense que nous l'avons ressenti. Il y a eu beaucoup d'impacts quand même qui sont ressentis parce que la première édition c'était en 2015, la deuxième en 2017. On s'est rendu quand même compte que les acteurs qui ont été primés, beaucoup d'acteurs sur le plan national, même international, n'étaient pas aussi connus. Donc à partir de cet instant, ça a marqué aussi leur visibilité. Ça a donné un peu plus d'occasion à certains acteurs aussi étatiques ou bien à certains acteurs de la société civile sur le plan national de voir il y avait telle association qui travaille dans le droit des enfants, sur les droits des enfants, les droits des femmes, les droits à la santé par exemple. Il y avait des associations qui n'étaient pas connues. Mais à partir de leur travail, on s'est aussi rendu compte qu'il fallait aussi renforcer d'une manière ou d'une autre l'activité qui se fait ou bien dans cette catégorie. C'est de voir par exemple sur le droit de la santé, qu'est-ce qu'il y a lieu de renforcer. Aujourd'hui, c'est ce qui nous amène à penser à donner une mission à tous les lauréats qui seront là. Ils seront, pour votre information, seront dans un groupe de travail autour du lauréat de la catégorie du droit à la santé. C'est aussi toujours dans le cadre de la journée internationale de la justice sociale. Que le thème de l'année aussi, je rappelle que le thème de l'année, c'est nous renforçons nos engagements. Et cette année, c'est l'organisation de la nuit des droits de l'homme coïncide avec la journée internationale de la justice sociale. Et c'est pour cette raison aussi que nous voulons aussi confier une mission pour donner une certaine durabilité aussi. Pendant 1 an, ces lauréats vont travailler sur les questions de la santé et nous avons retenu le CHU Sylvanus Olympio pour que les lauréats qui vont travailler autour dans un groupe de travail travaillent avec le principal. L'acteur, c'est celui qui sera de la catégorie de droit à la santé. Avec celui-ci, ils vont faire le lobbying pour l'amélioration des cadres de travail et de la prise en charge des patients. Sans savoir aussi que c'est un milieu un peu difficile pour les patients et qu'il y a lieu de faire du lobbying autour de ça pour que les choses changent fondamentalement pour la santé de nos concitoyens. C'est pour cette raison que cette année, la justice sociale et le droit à la santé sont à l'honneur? Exactement, c'est dans cette logique que la justice sociale et le droit à la santé est à l'honneur. Et je rappelle que le PROSEMA aussi organise du 20 au 23 la journée nationale de la société civile. Et étant donné aussi que ça coïncide aussi avec la journée internationale, je pense que c'est dans cette optique que les organisateurs ont pensé qu'il était important, au vu de ce que nous avons vécu aussi l'année passée avec les grèves à répétition dans nos centres de santé et la réalité que nous connaissons aussi de ce lieu. Il était important qu'on se focalise un peu sur que le droit à la santé soit à l'honneur. Au-delà de l'initiative de la Nuit des droits de l'homme et de toutes les actions que mènent toutes les organisations dans la promotion des droits de l'homme, quelle est votre appréciation de la situation globale des droits de l'homme au Togo? On recule, on évolue, on fait du surplace? Je pense que sur la question des droits de l'homme, nous avons, le 18 septembre 2018, nous avons rendu public un rapport de 55 pages
qui fait état de la situation des droits de l'homme et des libertés publiques fondamentales en lien avec la crise sociopolitique. Et la période s'étalait de août 2017 à août 2018. Et dans ce rapport, il est clairement révélé que les droits de l'homme étaient en régression dans notre pays. En dépit des avancées que nous avons connues depuis quelques années, depuis pratiquement une dizaine d'années, sur le plan légal, où nous avons connu des évolutions du cadre législatif en lien avec les droits de l'homme. Nous avons constaté, nous avons été sur le terrain, nous avons constaté effectivement que beaucoup de droits ont été violés, notamment le droit à la vie. Il y a des pertes en vie pas possibles. Nous avons constaté aussi les restrictions sur le droit à la liberté de manifestation et d'expression, puisque pendant cette période aussi, nous avons constaté que parfois nous n'avons pas eu accès à l'Internet, par exemple. Et le droit à l'intégrité physique, puisqu'il y a eu beaucoup de blessés aussi dans le cadre de ces manifestations, ou bien pendant la période référencée. Ce qui dénonce tout simplement que pendant cette période, nous avons constaté une régression. Ça, c'est le constat que fait le rapport, parce que je me focalise juste sur le rapport. Le rapport dit clairement qu'il y a des régressions. Je pense qu'il y a du travail encore à faire, puisque nos autorités aussi continuent pas à travailler pour que la question des droits de l'homme soit toujours avancée. Et nous continuons aussi par plaider, par faire le lobbying pour attirer leur attention sur un certain nombre de choses. Et dans ce sens que nous continuons aussi par travailler. Donc du coup, c'est pour dire en définitive que la question des droits de l'homme reste toujours un défi majeur pour nous, que ce soit pour les acteurs étatiques ou tout comme pour les acteurs de la société civile, même pour les partenaires en développement, c'est toujours un défi parce que chaque fois qu'il y a une violation des droits de l'homme, nous sommes toujours interpellés et ça ne fait pas honneur à notre pays parce que nous avons connu une évolution à un moment, mais je pense quand même qu'il faut quand même qu'on continue sur cette lancée pour que sur le plan international, le Togo soit encore ici au haut des nations qui respectent les droits de l'homme. Donc c'est vraiment ce qui nous tient beaucoup à cœur et nous continuons pas à travailler. Un défi, oui, mais au-delà, est-ce que le travail même des défenseurs des droits de l'homme est devenu un peu plus facile? Je ne dirais pas que c'est plus facile maintenant, mais je pense que beaucoup de défenseurs aussi en 2017 tout comme en 2018 aussi ont connu des difficultés. Certains acteurs aussi ont connu des difficultés. Mais c'est pour dire que, en dépit, au-delà de ce que nous avons connu, comme je le disais tantôt, il y a quelques années, en termes d'avancées sur les questions de liberté et d'expression, par exemple, c'est dire que le travail du défenseur reste aussi un peu difficile. Parce que lorsque vous êtes dans une position de censure, parce qu'un défenseur prend, dans le cadre de sa mission, est parfois interpellé pour telle ou telle raison. Je pense que parfois les défenseurs des droits de l'homme ont peur même de publier des rapports, parce qu'ils ne savent pas si demain il sera arrêté ou pas. Donc du coup, je pense que l'atmosphère ou bien le climat n'est pas aussi ce que les défenseurs des droits de l'homme veulent, parce qu'il faudrait donner toute la liberté aux défenseurs des droits de l'homme, quitte à eux aussi de travailler avec beaucoup plus d'efficacité et de professionnalisme. Ça, c'est à ce que nous tenons aussi, parce que nous œuvrons pour le professionnalisme du travail des défenseurs. Et qui dit professionnalisme, je pense que les défenseurs aussi ont besoin de se renforcer, et je pense que la lutte continue dans ce sens. Alors, au-delà de cela, quand vous avez décrit la situation en disant qu'il y a eu quand même sur une certaine période un recul, et que même sur cette période, les conditions de travail des défenseurs des droits de l'homme, également, il y a eu un recul. Est-ce que vous ne vous dites pas finalement les initiatives comme la Nuit des droits de l'homme n'impactent pas vraiment, parce que l'objectif final, c'est que ça change la perception même qu'on a des défenseurs des droits de l'homme et des droits de l'homme en général? Oui, non, je pense que nous ne devons pas être pessimistes, parce que les droits de l'homme font il y a 70 ans. Et durant les 110 ans, je pense que beaucoup de choses ont été... 110 ans, mais quand quelqu'un a 110 ans, il ne s'agit pas... Oui. Mais du coup, pour nous, en tant qu'acteurs sur le terrain, qui continuons par nous battre pour la promotion
et la protection des droits de l'homme, nous osons dire tout simplement que la lutte est encore là. Oui. Rien n'est gagné. Et qui dit rien n'est gagné, il pense qu'il faut continuer par travailler, il faut continuer par... La nuit des droits de l'homme vient pour nous, est une occasion pour démontrer encore que tout est possible. Oui. Et que ce soit les acteurs étatiques, parce qu'on ne travaille pas contre quelqu'un, on ne fait pas des dénonciations par plaisir. S'il y a des dénonciations par communiqué, parfois bien par des interviews, c'est juste parce qu'il y a des situations que nous estimons anormales. Et ce qui dit anormal, je pense qu'il faut corriger, parce que l'État est le premier garant des droits et libertés publiques fondamentales. Et par conséquent, l'État a l'obligation de protéger ses citoyens. L'État a l'obligation de faire en sorte quand même que les droits de l'homme soient respectés sur le territoire national, seulement parce qu'il a pris des engagements au plan international. Pour avoir pris des engagements au plan international, nous avons l'obligation que tout ça, l'État a l'obligation quand même que cela soit respecté. Et nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous devons être là aussi pour toujours rappeler à l'État ses engagements. C'est pour cette raison aussi que le thème que nous avons choisi cette année, c'est renforçons nos engagements. L'année passée, en 2000, pour la deuxième édition, c'était respectons nos engagements. Cette année, je pense qu'au vu de ce que nous avons constaté, nous avons l'obligation, que ce soit acteurs étatiques ou acteurs de la société civile, de renforcer nos engagements. Que chacun fasse un peu plus d'efforts pour que les droits de l'homme soient respectés. Avant de les renforcer, est-ce qu'on les a déjà respectés, ces engagements? Je pense que le respect et le renforcement des engagements va de pair, en fait. Au moment où nous continuons par respecter nos engagements, c'est une manière de renforcer nos engagements. Parce que lorsque nous avons des engagements internationaux en matière des droits de l'homme, ce n'est pas par plaisir. Je pense que c'est du propre chef des États. Lorsque les États vont ratifier, l'État va ratifier les conventions internationales, les protocoles, les traités, je pense qu'en toute liberté. Mais en toute liberté, je pense que nous avons le devoir, l'État aussi a le devoir de faire en sorte que ces droits soient respectés sur son territoire pour le bonheur de ces populations. Et c'est toujours la consolidation, le renforcement de l'État de droit. Et c'est encore une bonne image pour les pays. Justin Bajaliwa, dernière question. Est-ce que l'initiative de la Nuit des droits de l'homme est soutenue par l'État? Oui, dans une certaine mesure, nous dirons oui, puisque l'année passée, en 2018, nous avons travaillé en collaboration avec le ministère des droits de l'homme, à l'époque le secrétariat des droits de l'homme. Mais cette année, pour des raisons de calendrier, ils n'ont pas pu être à nos côtés, mais je pense qu'il y a d'autres institutions de l'État qui collaborent aussi avec le CACIT. Et en dehors de ça aussi, au-delà de l'État, nous avons des partenaires aussi qui nous accompagnent, notamment le PROSEMA. Et dans la foulée de ces activités, de la Journée nationale des droits de la société civile, accompagne aussi le CACIT. Et après le PROSEMA, c'est pour le monde l'un de nos partenaires techniques et financiers qui aussi accompagne cette édition. Justin Abalo Bajaliwa, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes du collectif des associations contre l'impunité au Togo, le CACIT, qui organise donc la 3e édition de la Nuit des droits de l'homme. C'est ce samedi. C'est ce samedi, à 17h30. Merci beaucoup. On marque la pause. Après le journal, on se retrouve ensemble pour Regard croisé.